Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Technique. Comme je vous l'avais annoncé précédemment, nous allons radicalement changer de technique et d'art martial puisque nous allons partir maintenant sur l'escrime de pointe. Alors je tiens à préciser d'entrée de jeu que je ne suis absolument pas ni maître ni même confirmé dans cet art martial. Et je vais en fait apprendre véritablement l'escrime de pointe du 19e en travaillant sur ce livre. Donc il est fort probable que je fasse des erreurs d'interprétation et que je fasse donc des erreurs de mise en pratique. Je compte sur vous pour pouvoir me rappeler à l'ordre s'il est nécessaire de le faire. Et cela me permettra non seulement de me corriger personnellement, mais aussi de pouvoir faire des vidéos complémentaires et de pouvoir détecter les erreurs que l'on peut faire quand on a pour seul support un livre et pas un professeur ou un maître. Aujourd'hui, nous allons attaquer une petite série dédiée à Maître Bonnel, qui a donc écrit son livre. Malheureusement, on a très peu d'informations sur cet homme-là. Toujours pareil, s'il y en a qui en ont, n'hésitez pas à me les passer, je les mettrai dans la description de la vidéo. Et nous allons donc étudier les rudiments de l'escrime de pointe. Je vous souhaite donc un bon épisode. La manière de tenir l'épée n'est pas arbitraire. Il faut en saisir la poignée avec la main droite, le pouce allongé en dessus, touchant presque la coquille. L'index en dessous, à même distance que le pouce. Les trois autres doigts, embrassant ainsi la poignée, sans jamais la quitter et sans la trop serrer, ils ne doivent servir qu'à élever ou à baisser la pointe à l'exclusion du poignet. Voilà déjà une première difficulté. Cela va être de manier l'épée sans utiliser le poignet et de ne jouer qu'avec les pressions de doigts, et donc avoir du doigté. Et c'est là en fait où commencent déjà les premières difficultés, parce que il est naturel pour nous de ployer le poignet pour changer les lignes d'attaque, alors qu'en fait c'est la main qui travaille et non pas le poignet. On peut donc déjà commencer à s'entraîner avec cette façon de tenir l'épée, parce qu'elle n'est pour nous, du moins pour moi, elle n'est absolument pas naturelle. La garde et l'engagement. Le premier exercice consiste à se mettre en garde, puis à se développer et à se fendre. Pour se mettre en garde, on se place le corps droit, la tête et les épaules bien effacées, les deux talons réunis en forme d'équerre. Le bras droit, tendu en avant, tient l'épée abaissée vers le sol, le bras gauche tombe naturellement le long de la cuisse. Telle est la première position. Pour prendre la seconde position, on élève le bras droit devant le corps, le coude demi-tendu et rentré en dedans, le poignet à la hauteur de la poitrine, la pointe de l'épée en ligne vis-à-vis des yeux de l'adversaire. On fléchit alors sur les deux jarrets et l'on porte le pied droit en avant à la distance de 45 ou 50 cm environ. En même temps, on lance le bras gauche en arrière, la main arrondie avec grâce, à la hauteur de la tête. Le corps doit être en équilibre, quoique légèrement appuyé sur la partie gauche. Ainsi placé, vous pouvez joindre le fer, en ayant soin de maintenir scrupuleusement votre position afin de fermer la ligne droite au cou de l'adversaire. Nous voilà donc avec la position principale, si je puis dire, dans l'escrime de pointe, et elle n'est pas non plus forcément naturelle à avoir, à tenir, et elle nécessite naturellement de l'entraînement pour s'y trouver à l'aise. Le fait d'avoir le bras gauche toujours relevé, ça tire un peu sur l'épaule, mais au final, on s'aperçoit qu'il y a des jeux d'équilibre qui naissent
Et en fait, cette position, si elle ne paraît pas naturelle, au fur et à mesure de la pratique, elle devient évidente. Le développement et la fente. Maintenant, il s'agit de donner à la garde l'extension voulue pour atteindre son antagoniste en se fendant. On allonge complètement le bras droit, le poignet à la hauteur de la tête, la pointe de l'épée en face de la poitrine opposée. Puis on lance le pied droit en avant, le genou perpendiculaire à la cheville, la jambe gauche tendue mais sans raideur, le pied restant bien à plat afin de maintenir l'équilibre. Le bras gauche retombe le long de la cuisse sans y adhérer, la main est ouverte, les doigts réunis, à l'exception du pouce, ainsi qu'on peut le voir. Pour se relever, on rejette le haut du corps en arrière en s'appuyant vigoureusement sur les reins, sans bouger le pied gauche, et l'on reprend de tout point les positions de la garde précédente. Ce mouvement de retour doit être exécuté d'un seul temps et avec toute la rapidité possible. On peut donc apprécier dès à présent la technique principale que l'on pourra retrouver dans cet escrime d'estoc, c'est-à-dire le coup droit, cette fente avec le déploiement du bras qui le précède de quelques instants avant pour venir transpercer la cible. Bon, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas encore expert dans la gestuelle et il y a encore de multiples défauts qu'il va falloir que je corrige par un bon millier d'exercices afin de m'aguerrir dans cette fente et donc de ce fameux coup droit. Ne pas oublier, en se relevant, de frapper du pied droit pour s'assurer de l'aplomb du corps. Par de fréquents appels, le sol interrogé vous répond que le corps ne s'est pas dérangé. Les appels ont encore un autre but, celui de détourner l'attention de l'adversaire. Il figure dans le salut des armes et de l'assaut. Les marches et les retraites sont une conséquence de la garde offensive et de la garde défensive. On se porte en avant ou en arrière selon les exigences de la situation. Dans le premier cas, on avance le pied droit de la longueur d'une semelle à chaque pas et aussitôt on fait suivre d'autant le pied gauche. Dans le second cas, on ramène en arrière le pied gauche en le faisant suivre aussitôt du pied droit et en observant toujours la distance de 2 semelles. Cette dernière prescription est de rigueur pour conserver la tenue du corps et de l'épée. Il est à noter qu'en termes de déplacement, l'auteur ne parle jamais de déplacements latéraux ou tout autour de l'adversaire. On ne se déplace qu'en ligne, vers l'avant ou l'arrière. Ce qui, pour ma part, je trouve est un peu dommage. Et je ne trouverais pas hérétique le fait d'intégrer des déplacements latéraux lors des assauts quand j'en pratiquerai dans mon club. On donne ce nom aux diverses positions de l'épée engagée. Il y a la ligne de droite ou du dehors, la ligne de gauche ou du dedans. Ce sont les 2 seules lignes d'engagement. Si la pointe est plus haute que la main, c'est la ligne haute. Si le contraire a lieu, c'est la ligne basse. Ces lignes sont celles dans lesquelles on tire. L'engagement est la jonction des 2 fers. Pour faire un engagement ou un changement d'engagement, on baisse la pointe de l'épée et on la passe le plus près possible dans l'arme de l'adversaire. L'engagement et le changement d'engagement ont lieu de pied ferme ou en marchant. Ainsi que son nom l'indique, le double engagement consiste en 2 engagements consécutifs, le premier commençant dans la ligne opposée à celle où l'on se trouve, le second servant de parade au premier. Le double engagement a lieu aussi de pied ferme ou en marchant, mais, dans ce dernier cas, la marche doit être terminée au moment de l'exécution du 2e engagement. Pour conduire finement son épée,
on ne se servira que des doigts seuls, sans recourir au poignet. C'est ce qu'on appelle le doigté. C'est maintenant la fin de ce point technique dédié au maître d'armes Bonnel et à l'escrime de pointe. J'espère que cela vous a plu. Le prochain point technique sera bien évidemment dédié et continuera l'étude de ce traité. En attendant, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, passez un bon été et à la prochaine.